Bonsoir à tous et merci de suivre le dernier journal de RTI 1. On regarde le titre. Le PND, le Plan national de développement, a été présenté à l'ensemble des députés ce lundi 13 décembre. Le plan quinquennal 2021-2025 permettra de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations pour les 5 prochaines années. À 24 heures de la fin des opérations de dénombrement de population, Niali Kaba multiplie les visites de terrain. La ministre du Plan et du Développement a dressé le bilan de l'opération ce lundi. C'était au cours d'un point presse à suivre dans ce journal. Et puis, lancement à Abidjan de la première édition des Journées du fonctionnaire ou de la fonction publique. Il s'agit pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État autour de leurs obligations et leurs responsabilités. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 et on démarre avec ce télégramme officiel adressé à son Excellence M. Joseph Robinette Biden Jr., président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle des violentes et meurtrières tornades qui ont ravagé le 10 et 11 décembre 2021 plusieurs villes du centre-ouest des États-Unis d'Amérique, notamment des États de l'Illinois, de l'Arkansas, du Missouri, du Tennessee et du Kentucky, occasionnant la mort de 94 personnes, de nombreux disparus et blessés ainsi que d'importants dégâts matériels selon un bilan provisoire. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple américain, de même qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus émues et ma profonde compassion. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, ainsi que de réconfort aux sinistrés de ce drame. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et on démarre ce journal avec cette séance d'information parlementaire à l'hémicycle. La ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, était devant les élus de la nation. À l'ordre du jour, le Plan national de développement sur la période 2021-2025, un plan qui met en avant la modernisation équilibrée de toutes les régions de notre pays. Il fait aussi la part belle à l'émergence d'une économie ivoirienne fortement orientée vers l'industrialisation et le bien-être social. L'éclairage de Lanciné Bakayoko. Manifestement, les députés avaient besoin de cette séance d'information parlementaire avec le ministre du Plan et du Développement autour du PND 2021-2025. Une projection chiffrée à 59 000 milliards dont la réalisation devrait consolider la puissance économique de la Côte d'Ivoire à travers des projets intégrateurs. Pour les députés, il y avait 4 axes importants. Le renforcement de la formation des jeunes, des Ivoiriens, la réinsertion des jeunes, les infrastructures routières et sanitaires, la politique des champions nationaux et enfin le mécanisme de financement par le privé de l'ensemble de ces projets. Sur les orientations du PN2 2021-2025, le ministre Kaba Nialé a ébauché son plan à partir de 6 piliers qui prennent en compte les projets énumérés par les parlementaires. D'abord, assurer la transformation structurelle de notre économie, le développement humain harmonieux, inclusion sociale et enfin, promouvoir le secteur privé et l'investissement. Pour atteindre l'ensemble des objectifs liés au plan quinquennal, le gouvernement envisage de relever le niveau des investissements publics à 27%, contre 23% aujourd'hui, grâce à un taux de croissance annuel moyen de 7,6%. Si au niveau des finances publiques, des augmentations graduelles de recettes sont prévues, le cadrage budgétaire sera sous surveillance accrue en vue de maîtriser l'endettement. Le taux d'endettement avant la Covid était de 38,8% et aujourd'hui nous sommes à 46%. Le taux sous-régional acceptable dans le cadre de l'UEMOA c'est 70% et la Côte d'Ivoire nous sommes à 46%. Il n'y a pas de surendettement. Des gages d'assurance qui ont apparemment convaincu les députés.
Cette satisfaction devrait être traduite en acte ce 14 décembre par l'Assemblée nationale qui examine le projet de loi portant plan national de développement 2021-2025 via sa commission des affaires économiques et financières. On reste à l'Assemblée nationale. Les députés réunis en plénière ont adopté ce jour et à la majorité le calendrier des travaux parlementaires pour les sessions à venir. Le programme a démarré ce lundi 13 décembre et va se poursuivre jusqu'au mercredi 22 décembre prochain. Ce sont au total 17 projets de loi qui seront examinés et 2 séances d'information parlementaire sur le PND, comme je vous le disais il y a quelques instants. Le rapport annuel du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, sera lui aussi passé en revue. On s'intéresse maintenant au RGPH 2021. Sur 31 régions, 2 tiers des populations ont été enregistrées à ce jour. Ce sont des propos de la ministre du Plan et du Développement qui a sillonné dimanche quelques quartiers de la ville d'Abidjan. Suite à cette tournée, Nialé Kaba a fait le bilan de l'opération de dénombrement des populations. C'était au cours d'un point presse suivi par Espérance Diakale avec le commentaire d'Abou Sanogo. Port-Boué, quartier Sojefia, commissariat. C'est ici que la ministre du Plan et du Développement, Kaba Niali, a débuté sa tournée d'inspection. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents recenseurs et du niveau d'avancement de l'opération. À Abidjan, nous avons beaucoup de quartiers qui ont largement dépassé les 90%. Atekoubé a dépassé les 95%. On est en train d'y arriver progressivement. Abidjan se verdit, mais nous avons encore des noyaux durs, Cocody-Bingerville. C'est des communes très peuplées. Nous avons encore tout un pan de ces communes-là pour lesquelles il faut que nous continuions de parler aux populations. Nous avons renforcé nos équipes, mais il faut que nous continuions donc de parler aux populations. Après Port-Boué, quelques quartiers des communes de Koumassi, Marcory et Cocody ont reçu la visite de la ministre Kaba Niali, où elle a pu s'imprégner des réalités du terrain. Demander aux agents de faire preuve d'endurance. Il y a encore du boulot sur Abidjan. Et il faut que les agents acceptent de travailler de jour, de nuit et à tout moment, quitte à faire des équipes qui se relaient pour qu'on puisse prendre le flot maintenant que la population joue le jeu. Nous avons tenu à aller à Port-Boué, mais également à Cocody, qui n'est pas un quartier facile, et pour voir un peu le quotidien des agents sur le terrain. Et nous venons rassurer qu'avec le temps qui avance, les choses se débloquent. L'opération de recensement général de la population de l'habitat 2021 s'achève le 14 décembre. Elles ont pour objectif principal de célébrer l'action publique, de valoriser et de remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État autour d'un idéal. Désiré Oloto a lancé ce lundi la première édition des Journées de la fonction publique. Le premier acte a été marqué par des panels. Plusieurs agents et fonctionnaires de l'État ont été décorés. Le compte-rendu de Grace Kondo. Les journées de la fonction publique sont une lucane pour mettre en exergue les actions de l'administration publique et remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État autour de leurs obligations. Le service public était perçu par mes interlocuteurs comme inefficace et marqué du sceau de la lourdeur, de l'impertinence, du favoritisme, du laxisme et de la déconnexion avec l'évolution de la société ivoirienne. Notre service public est à l'évidence mal connu et mal jugé des populations qui en sont pourtant au quotidien les premières bénéficiaires. Ces journées sont organisées pour reconstruire la confiance et la complicité quelque peu entamée entre les populations et le service public. Ces journées qui durent 5 jours seront meublées par plusieurs panels dont la contribution du service public à la construction de la Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Un État n'arrive à créer des conditions intéressantes pour l'ensemble de ses citoyens que lorsque tout le monde fait exactement ce qu'il a à faire. Si nous avons une administration publique qui est plus performante, qui est plus productive, qui sait délivrer ses services à bonne date et de bonne qualité, ça créera davantage d'opportunités. L'un des temps forts de cette première édition, la décoration de 500 fonctionnaires et agents de l'État au grade de commandeur, officier et chevalier, dont 73 ce jour. J'accueille cette médaille avec beaucoup de joie. Cette médaille, je la dédie à tous les fonctionnaires
pour leur dire qu'il faut travailler et que c'est seul le travail qui est récompensé. Le Premier ministre Patrick Achi s'est fait représenter par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Notre administration devra jouer un rôle de plus en plus important en matière de construction de la cohésion sociale en étant un instrument de régulation veillant à l'égalité des chances entre les citoyens, à la lutte contre les inégalités sociales et à la protection des droits du citoyen et particulièrement des plus faibles. Elle doit être en première ligne de l'engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Le service public au cœur de la vie des populations, c'est le thème retenu pour la première édition des Journées de la fonction publique. Un petit tour à présent hors de chez nous avec Emerging Valley, le sommet mondial qui réunit en France les leaders de la technologie Afrique-Europe, mais également des écosystèmes numériques africains et émergents. La 5e édition prévue demain, mardi 14 décembre, à Marseille, enregistre la participation d'une vingtaine de start-up ivoiriennes. Elles entendent proposer des solutions innovantes aux enjeux qui se posent dans les écosystèmes forestiers et médicaux. Envoyé spécial à Marseille, Walter Amadou Ouattara. Université Est-Marseille, Palais du Pharo. Autour de cette table ronde, des Africains et Européens spécialistes en innovation technologique. Ce sont des promoteurs de start-up. Ils se retrouvent dans le cadre de la 5e édition du sommet international Emerging Valley. Réunir sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence à la fois les start-up d'Afrique, du territoire, les investisseurs, les bailleurs, les représentants des collectivités locales, tous unis autour des enjeux d'innovation qui peuvent toucher à la e-santé, à la biodiversité, à l'entrepreneuriat féminin ou encore aux villes durables. Au nombre des participants africains se trouvent des Ivoiriens qui représentent la plateforme Côte d'Ivoire Innovation 20, appelée également CI20. Ces responsables des meilleures start-up ivoiriennes partagent leurs expériences en matière de gestion des problématiques médicales et agricoles liées aux réalités du continent. Plus de 95% des gens qui investissent dans le secteur agricole perdent de l'argent à cause d'un manque de visibilité, d'un manque de performance ou surtout à cause d'abus de confiance. Nous avons utilisé des drones en partie pour permettre aux propriétaires de plantations, peu importe leur position à travers le monde, d'être capables de voir, gérer leur plantation, détecter les maladies avant qu'elles se propagent et surtout détecter les besoins du sol pour mettre les bonnes quantités d'engrais aux bons endroits. On parle d'agriculture de précision. Nous fabriquons des drones made in Côte d'Ivoire, des drones de pulvérisation qui viennent donc épandre plus rapidement et de manière plus efficace que les êtres humains. Pour le Pass Santé Mousso, c'est une plateforme qui est web et mobile, donc qui est associée à un support, donc notamment un bracelet que moi j'ai ici qui transporte mon pass sanitaire. Ce qu'on demande aux populations, c'est de l'avoir sur soi comme un bracelet, la mobilité de l'information médicale, de sorte à ce que, où que vous ayez, si vous avez une crise, vous puissiez être assisté au travers de n'importe quel terminal, téléphone, tablette, ordinateur. Est attendu mardi pour la cérémonie officielle de la 5e édition de Emerging Valley, la participation du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Félix Roger Adom, à un panel de haut niveau autour de la thématique « La ville de demain ». Le ministre sera avec le directeur général de l'établissement public de Marseille, le directeur général Expertise France et bien d'autres autorités. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 13 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 13 décembre 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 1167 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 14 guéris et 0 décès. À la date du 13 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 907 cas confirmés, dont 60 997 personnes guéries, 706 décès et 198 cas actifs. Le
nombre total d'échantillons est d'1 177 883. Le 12 décembre, 135 467 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 5 148 676 doses du 1er mars au 12 décembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Plusieurs victimes des crises successives survenues dans notre pays ont reçu récemment des chèques destinés à prendre en charge des frais scolaires d'une centaine d'orphelins, destinés également aux personnes vulnérables et mutilées. Cette activité marque le redémarrage des opérations d'indemnisation des sinistrés des crises sociopolitiques. Noël Dagnego et le commentaire de Jean-Marc Djadji. Bonne nouvelle pour les sinistrés des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. 247 personnes reçoivent des prises en charge scolaires et des bons en soins médicaux. Montant global de ces dons, 47 millions de francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Ce don symbolise la compassion du gouvernement à toutes ces victimes. Toutes les victimes ici présentes, par ma voix, vous traduisent leurs remerciements pour votre engagement à leur côté et surtout vous expriment leur soulagement pour la reprise de l'indemnisation. Merci, madame, d'avoir pensé à nos enfants, nos frères et sœurs qui vont reprendre les soins. Je voudrais demander vraiment pour la prise en charge que les enfants, si on pouvait faire ça avant la rentrée. Vraiment, nous les victimes, surtout les veuves, nous demandons si on pouvait avoir des logements. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rassuré les victimes et leurs ayants droit sur la teneur des mesures élaborées pour améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur réinsertion économique. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici, à l'occasion du redémarrage des opérations d'indemnisation des victimes des crises. La réparation des préjudices causés par les crises est un droit et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en a fait une exigence, car elle permet de soulager les victimes et d'exprimer la solidarité de la nation entière avec les personnes qui ont souffert ou qui continuent de souffrir de cette crise. Ces indemnisations offertes à ces populations vulnérables sont comprises entre 60 et 300 000 francs CFA. Une minute de silence est observée à cette occasion en l'honneur des personnes décédées lors de ces récentes crises de la décennie. Et sur un tout autre plan, les centres sociaux des communes d'Anyama, de Port-Boué et de Cocody ont reçu la visite de la secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'agissait pour Clarisse Kayomaï de prendre contact avec ses collaborateurs des structures décentralisées mais rattachées à son département ministériel. C'est un récit de Didier Nguessan. Apprécier l'état des locaux abritant les différents centres sociaux, c'est le but de cette visite de la première responsable des centres sociaux de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le plan national de développement 2021-2022, notamment la facilitation d'accès des populations aux instruments de protection sociale. Une rencontre qui a permis aux directeurs de centres d'exposer leurs conditions de travail. Ces visites d'imprégnation des réalités des centres sociaux sont pour nous une véritable lueur d'espoir face aux conditions difficiles de vie et de travail auxquelles nous sommes confrontés. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi chargé de la protection sociale, Clarisse Kayomaï, a profité de cette visite pour faire l'état des lieux des centres sociaux. Je suis venu, j'ai vu, j'ai constaté. Je vous adresse en effet mes félicitations car le travail que vous abattez au quotidien est important pour mesurer l'impact de l'action sociale du gouvernement auprès des populations. J'ai pu toucher du doigt les réalités, les conditions du travail et j'étais très ému. Le centre social a pour mission d'étudier et de mettre en œuvre toutes les mesures visant à améliorer les conditions de vie des individus et des communautés. C'est dans cette perspective que le secrétariat d'État inscrit au nombre de ses priorités le renforcement des capacités techniques, opérationnelles et financières des centres sociaux.
Samedi dernier, la Fédération nationale de l'Union des jeunesses communales de Côte d'Ivoire tenait son 5e congrès ordinaire. En toile de fond, il s'agissait de toiletter les textes de l'organisation qui devait aussi renouveler ses instances. À l'occasion, le professeur Adama Diawara a invité les jeunes leaders à promouvoir l'auto-emploi. Salimatou Dia. L'engagement citoyen des jeunes pour construire la Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est autour de ce thème que se sont déroulées les assises du 5e congrès ordinaire de la Fédération nationale de l'Union des jeunesses communales de Côte d'Ivoire, FENUJECI. On se retrouve ici pour réfléchir comment est-ce que améliorer les conditions de vie des jeunes de la Côte d'Ivoire à travers les mairies. Partant de ce congrès, il y a des textes qui seront arrêtés pour permettre, je dirais, à d'autres jeunes de mieux s'épanouir. Faire le toilettage des tests de l'organisation, mais également le bilan de la gestion de l'équipe dirigeante. Voilà quelques points qui ont été évoqués. Nous allons faire en sorte que la fédération soit dotée d'un set digne de ce nom aujourd'hui, entièrement équipé. Nous allons dynamiser pas mal, plus d'une cinquantaine d'unions sur l'ensemble des 200. Nous avons également fait en sorte qu'aujourd'hui, les présidents de jeunesse communale puissent bénéficier de renforcement de capacité. Nous avons également fait en sorte que le relationnel de notre organisation puisse être développé à travers le partenariat que nous avons avec un certain nombre de structures ou d'organismes sous-régionaux. Notamment, je vais parler du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Un bilan jugé satisfaisant. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a invité les leaders de cette fêtière des organisations de jeunesse communale à demeurer au service des jeunes pour leur épanouissement. La FENUJECI doit toujours s'améliorer. Donner le bon exemple en respectant les règles de gouvernance que la FENUJECI elle-même s'est donnée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de ce congrès, a exhorté les leaders de jeunesse communale à être une force de proposition dans la gouvernance des collectivités locales en vue de répondre à la question de l'employabilité des jeunes. La fonction publique ne peut absorber qu'une infime partie des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Il faudrait penser aux autres possibilités d'insertion professionnelle, notamment au niveau des entreprises privées de la place évidemment, mais notamment au niveau du secteur informel, que ce soit agricole ou non agricole, et surtout penser aux grands gisements de l'auto-emploi. À l'issue de ce congrès, le président sortant Gawusu Diabaté remplit pour un autre mandat de 3 ans à la tête de la fêtière. Le phénomène des congés anticipés doit s'arrêter. C'est en tout cas la volonté affichée du gouvernement. Ce lundi 13 décembre, au lycée moderne 1 et 2 dans la commune d'Abobo, on a procédé au salut aux couleurs. Juste après, les ministres Mariatou Koné et Mamadou Touré ont sensibilisé les élèves sur les départs anticipés en vacances et sur les actes de violence en milieu scolaire. Noël Dagnogo, Didier Nguessan. Lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, les élèves et enseignants accueillent les ministres Mariatou Koné et Mamadou Touré, tous deux venus les sensibiliser sur le départ en congé avant la date prévue par la tutelle, entraînant des troubles dans certains établissements scolaires. Nous sommes là aujourd'hui pour venir vous parler aux élèves et à travers vous, à l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire. Ce qu'on a vu dans quelques localités la semaine dernière, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des élèves veuillent aller en congé anticipé. Quand vous perturbez les cours, il y a 2 conséquences. La première conséquence, c'est le calendrier scolaire. Vous l'avez vu ailleurs, le gouvernement a décidé d'être ferme. Certains de vos camarades sont en prison aujourd'hui. Vous devez être des élèves modèles. Je voudrais féliciter tous les élèves qui ont écouté les sages conseils de leurs enseignants et de leurs parents, pour avoir ignoré toutes les incitations au départ en congé anticipé. Je voudrais, chers élèves, vous encourager à demeurer dans cette voie. J'exhorte les autres qui ont eu des moments d'égarement à revenir à la raison et surtout à revenir sur le droit chemin. Les élèves des lycées modernes 1 et 2 d'Abobo se sont engagés à respecter la date officielle de départ en congé fixée au 17 décembre prochain et à s'approprier les prescriptions relatives au civisme de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
On parle maintenant de musique. Il a donné un spectacle samedi dernier dans la commune du Plateau. Cette année, l'artiste Baïs Pinto va célébrer son cinquantenaire. Il sera meublé de festivités artistiques, culturelles et littéraires. Un demi-siècle de célébration pour l'icône de la musique ivoirienne, nous rapporte Serge Pacom Didi avec le commentaire d'Herman Guivet. Il comptabilise plus de 50 ans de présence sur la scène musicale ivoirienne. Galé Baïs Sylvestre, plus connu sous le pseudonyme de Baïs Pinto, célébrera au cours de l'année 2022 ses 50 ans de carrière. Un spectacle de lancement pour ouvrir l'hommage aux 50 ans de carrière de l'icône de la musique ivoirienne. L'artiste fait frémir ses convives avec quelques-uns des tubes à succès de son riche répertoire musical. Le public présent, avec à sa tête Adama Bictogo, cadre du RHDP, ne boude pas sa joie. Un cinquantenaire marqué par la sortie d'un livre sur la vie de l'artiste. Une semaine culturelle à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, un grand concert et plusieurs autres événements annoncés. Le directeur général de la RTI, par la voix de son conseiller spécial, Denis Mexon, a magnifié la vie artistique de Baïs Pinto et exprimé le soutien médiatique du groupe RTI à la célébration du cinquantenaire de carrière de cette figure emblématique de la scène musicale ivoirienne. Vu la carrure de l'artiste et son apport à la musique, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle accepte de présider l'événement qui bénéficie du parrainage d'Adama Bictogo. Baïs Pinto transcende nos sensibilités politiques, régionales, ethniques, religieuses. C'est donc un homme de la Côte d'Ivoire. Au-delà des décorations, au-delà des reconnaissances à travers les médailles qu'on lui donne par l'État, je pense que ce qu'il a porté à nos cœurs pendant 50 ans ne peut pas être mesuré. Sa musique a accompagné tous les Ivoiriens. Solidarité artistique avec la présence de la cantatrice de la musique ivoirienne Aïcha Koné et bien d'autres. La cohésion sociale et la réconciliation nationale, c'est le thème marquant les célébrations du cinquantenaire de la carrière musicale de l'artiste Baïs Pinto. Tous ensemble pour célébrer l'intemporel Baïs Pinto. Et on termine ce journal au Burkina Faso avec les professionnels des médias et des organisations burkinabées de la société civile et des droits de l'homme qui ont rendu hommage ce lundi à Norbert Zongo. Le journaliste burkinabé d'investigation a été assassiné en 1998 et ses proches exigent la lumière sur cette affaire qui dure maintenant 23 ans. Des activités commémoratives de l'anniversaire de l'assassinat du journaliste ont été organisées dans d'autres localités du Burkina Faso. Ce journal est terminé. Toute la rédaction de RTI 1 vous remercie de l'avoir suivi. Bonsoir et que la paix soit avec vous.